Vous débutez ce soir un marathon breton. Ouais, de 48 heures sur l'ensemble des départements. Enfin, selon la tradition païenne, l'épiphanie correspond au Saturnale, 7 jours durant lesquels la hiérarchie sociale pouvait être critiquée par tous. Ah oui ? Autrement dit, si quelqu'un autour de cette table a envie de dire du mal d'Ali Badou, du président de Canal+ ou de Manuel Valls, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, en ce qui me concerne, comme je suis très lâche, j'ai choisi Manuel Valls. Vous le savez, mes rapports avec le ministre de l'Intérieur sont très ambigus. En tant qu'humoriste, je l'apprécie pour sa nervosité transpirante et son autorité pathologique d'enfant brimé. Mais en tant qu'homme, je lui reproche sa nervosité transpirante et son autorité pathologique d'enfant brimé. Cela ne vous a probablement pas échappé si vous habitez sur le continent européen. Ces derniers jours, Manuel est très fâché alors que les chiffres du chômage venaient de tomber et qu'on s'apprêtait à se moquer tranquillement de François Hollande. Le ministre de l'Intérieur a soudain décidé de prendre des mesures et s'est mis en tête d'interdire les spectacles de Dieudonné. Alors, outre l'évidente question qui en découle, à savoir, n'a-t-il vraiment rien d'autre à foutre en ce moment, se pose une seconde question. Peut-on interdire aux gens de parler sous prétexte qu'ils pourraient dire des conneries ? Si la réponse est oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Manuel Valls devrait fermer sa gueule un bon bout de temps. Bonne Saturnale à tous. N'oubliez pas, on peut rire de tout, du moment qu'on a un 6 mm. Merci de m'avoir écouté. Merci. Pierre-Emmanuel Barré, que vous pouvez retrouver sur canalplus.fr. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Quand même, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même, merde, quand même, Israël, quand même, Israël, merde, quand même. Hier soir, j'ai eu un moment de trouble. J'étais au restaurant, on m'apporte la carte et il y avait marqué quenelle. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'en commander? Est-ce que M. Valls ne va pas me poursuivre? Je veux dire que ce pays devient fou, quoi. On a tellement envie de ne pas aborder les vrais problèmes qu'on se laisse entraîner par le ministre de l'Intérieur dans des polémiques qui devraient être réglées uniquement par les tribunaux. Il se peut que les propos de Dieudonné soient antisémites, c'est à la justice de le dire. Sinon, on est dans un pays d'interdiction. Et ça, moi, je n'en veux pas. J'aime trop la liberté d'expression. Parce que quand on commence à porter atteinte à la liberté d'expression au nom des grands principes, on peut après décider qu'il est grand principe ce qui ne l'est pas. Et interdire ce qu'on ne devrait pas interdire, vous comprenez? On ne répond pas à des gens qui travaillent avec un homme, M. Yann Barthès, qui a fait la quenelle, voilà. Ah, voilà une très très bonne technique de diversion, la fameuse... Non, je ne dirai pas ce mot. La suite.
Si vous le voulez C'est bien, honteux ce qu'il a fait. si vous Et le je voulez comprends bien, pas que vous puissiez travailler avec lui. Voilà. si vous le voulez bien, ce n'est pas la question. Est-ce qu'interdire Yann Barthès travaillait pour un homme qui a fait la quenelle. Est-ce qu'interdire des journalistes à une conférence de presse, c'est de la censure? C'est inacceptable. Très sincèrement, est-ce qu'interdire des journalistes à une conférence de presse, c'est de la Nauséabond. Moi, censure? je comprends pas que vous puissiez travailler Est-ce pour que- un homme qui a fait la quenelle. Mademoiselle Le Pen, est-ce que c'est de la censure d'interdire des journalistes à une conférence de presse? Je ne réponds pas à vos questions. Et comment jugez-vous son comportement alors? Censure. Monsieur Philippot, très sincèrement, n'évitez pas la question comme vous le pouvez. Signe néo-nazi. N'évitez pas la question comme vous le pouvez. Nazi-néo, Est-ce que- néo-nazi inversé. Est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est de la censure? De monsieur Barthès. Est-ce que vous... Faut-il interdire Dieudonné? Écoutez, moi je me demande si des deux, le plus humoriste, ça serait pas plutôt Manuel Valls. Parce que Manuel Valls, il est ministre de l'Intérieur, il ferait bien de s'occuper des problèmes de la sécurité en France qui sont gravissimes. Hein. Les agressions de personnes âgées extrêmement violentes qui se multiplient, le problème des Roms, l'ouverture totale des frontières dans quelques jours, le 1er janvier, avec la Roumanie, la Bulgarie, les problèmes d'insécurité, de délinquance, de vol, de cambriolage qui explosent. Et Manuel Valls nous parle d'un humoriste. Bah écoutez, je crois que c'est lui le comique en fait. Hein. Oui, mais Manuel Valls dit que Dieudonné ne fait qu'accroître les risques de troubles à l'ordre public en tenant des propos racistes et antisémites. Non mais alors attention, parce que si on commence maintenant à interdire, quand il dit réunion publique, c'est quoi? C'est les spectacles. Enfin, je sais pas de quoi il parle. Moi, je savais pas qu'il faisait des réunions publiques. S'il parle de ces spectacles, je trouve ça très dangereux. Interdire des spectacles d'un humoriste, là on tombe dans une dérive extrêmement préoccupante pour la liberté d'expression en France. Après, il y a des lois, s'il y a des appels à la violence, s'il y a de l'insulte, de la diffamation et des gens se sentent concernés, ils peuvent aller devant la justice. Mais de là à interdire le spectacle à un humoriste, excusez-moi, je trouve ça très inquiétant pour nos libertés publiques et ça en dit long sur Manuel Valls, ça en dit long sur sa volonté de ne pas traiter les vrais problèmes, sur sa volonté d'agiter des écrans de fumée et sur son le peu de cas qu'il fait de la liberté d'expression en France. Alors pourquoi, à votre avis, le ministre de l'Intérieur décide de se montrer très ferme? Alors c'est vrai qu'il y a eu des précédents, il y a eu notamment les propos que Dieudonné a tenus récemment sur le journaliste Patrick Cohen lors d'un spectacle à la théâtre de... Il y a une justice pour ça. Hein. Il y a une justice pour ça, ça suffit. Oui, il y a une justice pour ça. Écoutez, oui, il y a des lois en France, on est encore dans un état de droit. Voilà, si on nous dit aujourd'hui, moi j'ai entendu, on nous dit, mais vous savez, aujourd'hui, les spectacles de Desproges, ils seraient traînés aussi devant la justice, ça, c'est quand même inquiétant. Ouais. À notre époque, la liberté d'expression recule, on confond tout. Il y a l'application de la loi qui doit être appliquée. S'il y a des choses inadmissibles, alors ça doit être sanctionné. Et il y a la liberté d'expression. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ou alors, on est dans une autre volonté, dans une volonté de ne pas faire son travail et d'agiter des sujets de diversion. C'est souvent ce que fait Manuel Valls. Là, vous défendez... Parce qu'on l'attend sur un autre terme. On l'attend sur un autre terrain, Manuel Valls. Et sur ce terrain-là, on ne le voit pas sur la réduction de la criminalité et de la délinquance en France. Vous défendez Dieudonné parce que Dieudonné s'est affiché il y a quelque temps avec Jean-Marie Le Pen? Non mais Dieudonné s'est affiché avec Teddy Riner, avec Tony Parker, avec Yannick Noah, avec Yann Barthès, avec Sacco. Bon, il s'est affiché avec beaucoup de monde. Alors est-ce que tous ces gens-là sont des nazis en puissance? Était proche du Front National. Dieudonné est proche d'Alain Soral, qui lui-même a été je membre défends du Front personne. National. Moi, je défends un principe. Voilà, je défends un principe en France. Et je défends aussi l'application de la loi. Je crois que je suis extrêmement clair. Je suis, de ce point de vue, le plus clair de tous. En tout cas, beaucoup plus clair que Manuel Valls, qui confond tout, probablement sciemment, volontairement, pour éviter de faire son travail. Encore une fois, que Manuel Valls s'occupe des agressions, des crimes, de la délinquance, des cambriolages, des vols, du problème des Roms. Et là, on pourra dire qu'il fait son travail. Alors, en ce qui concerne le salut de la quenelle, présenté à tort, mais France 2 va consacrer à ce sujet extrêmement important, crucial, sur lequel s'exprimait hier dans le Figaro, dans les colonnes du Figaro, M. Kuckerman, président du CRIF, c'est dire c'est une autorité morale en la matière, faussement présenté comme un salut nazi. J'ai l'impression que si je faisais ça, comme ça, ce serait aussi un salut nazi. Bon, eh bien, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle
est une parodie aimable et édulcorée de bras d'honneur faits à l'égard des puissances de l'établissement, et ainsi que d'ailleurs du présenter armes. Mais comme beaucoup de nos collègues n'ont pas suffisamment d'éducation. Encore une fois, sûrement mal conseillé par sa muse Botul, Bernard-Henri Lévy a donc eu l'occasion d'étaler la nullité de ses analyses stratégiques et leur perversité. Le Mali n'est pas la Libye. Et si le dénommé BHL souhaite toutes ces guerres, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est d'abord parce qu'il est un va-t-en-guerre, parce que l'odeur du sang l'excite, parce que le bruit des missiles, surtout quand ils sont siglés de l'OTAN, le fait intérieurement tressaillir de joie, lui qui n'a jamais entendu réellement siffler à ses oreilles que les balles de tennis. Question de Thierry, sur le plan idéologique, pouvez-vous lister les différences entre le discours de l'actuelle majorité présidentielle et les positions défendues par votre parti? Oh là là! Vous avez une heure de plus? Tout! Non, mais tout! Nous sommes radicalement différents. Il y a une différence de nature, pas de degré, de nature entre le projet de Nicolas Sarkozy et le mien. Le projet de Nicolas Sarkozy, c'est un projet ultralibéral. Je combats l'ultralibéralisme. C'est un projet mondialiste qui vise à effacer, à diluer la nation française, notamment dans un empire supranational, l'empire européen. C'est un projet qui renforce la technocratie bruxelloise au détriment de la démocratie française. C'est un projet, celui de Nicolas Sarkozy, qui cadenasse la démocratie française. Le mien vise à libérer la démocratie française. C'est un système économique qui vise à renforcer le pouvoir des plus gros au détriment des plus petits. Moi, mon système est exactement inverse, c'est celui de défendre les indépendants et les petits face aux gros. Celui de Nicolas Sarkozy, c'est l'invitation des fauves au grand festin offert par, gratuitement d'ailleurs, par le peuple français. Moi, c'est licencier les grands fauves, les renvoyer là d'où ils viennent pour inviter le peuple français au festin qu'ils payent. Vous ne pourriez pas envisager de gouverner avec eux, avec l'UMP, une alliance? Pardon? Non, jamais. D'accord. Jamais. Je ne le prendrai même pas comme ministre, Nicolas Sarkozy. D'accord. Vous voyez? Donc, élisez-moi. Parce que moi, je ne peux pas faire la preuve, je ne peux pas faire Vous me demandez une preuve qui est impossible à faire. Ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que si le système tente à ce point de nous empêcher d'avoir ne serait-ce qu'une petite mairie de 26 000 habitants quand même, parce qu'ils se sont tous mis ensemble, UMP et PS main dans la main, pour faire élire un socialiste à la tête de la municipalité des Nains-Beaumont, plutôt que nous. S'ils cherchent à nous empêcher d'avoir ça, c'est parce qu'ils ont peur justement qu'on fasse nos preuves. C'est vrai que le CRIF, ils ont quand même de l'influence sur le gouvernement. Il y a même Elisabeth Lévy, une juive, qui le dit. Est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Donc voilà, le CRIF choque même Elisabeth Lévy, juive sioniste. Et elle parlait de Kuckerman. Alors lui, c'est le président du CRIF. Avant lui, il y avait Kuckerman. Et le nouveau président, c'est Kuckerman. Il est de retour. Il est de retour. Il est de retour. Donc l'année prochaine, François Hollande, il va se faire tirer les oreilles. Je me languis du dîner du CRIF de l'année prochaine pour voir ce qui va se passer. Ils vont se faire gronder. Tout le monde va se faire gronder par Kuckerman. Il faudra regarder. Kuckerman, c'est celui qui a fait chialer Besancenot. Parce qu'en fait, il a fait une manifestation, Besancenot, et dans la manifestation, il y avait des slogans anti-sionistes. Alors là, il y a Kuckerman qui est venu sur le plateau et il a grondé. Il a traité d'antisémite. Et là, il chiale. Il chiale. Il y a des insultes qui passent là. Ouais. Ça peut s'arranger, vous croyez? J'espère pour lui. Ouais. Il chiale. Il dit quoi, Krivine, de ça? Faudrait lui demander. Ouais. Il se retrouvait là et se faire traiter à mi-mot d'antisémite, c'est dur.
tous les cas, ça prouve que vous avez du cœur. Voilà. Alors voilà, ça c'est la dictature juive. Dans une manifestation de Besançon, il y avait des slogans antisionistes. Et de suite, il y a un juif là, la Licra, il y a le patron de la Licra qui a débarqué. Il a engueulé, il a grondé, hein, comme un bébé, hein, c'est un bébé là. Il a grondé et il chiale, il chiale, il chiale. C'est ridicule, ridicule. Et là, vous allez voir la stratégie de la Licra. Alors là, il vient de parler dans son organisation. Il y a des juifs dont les grands-parents ont subi les camps de concentration. Je pense ce soir à une grande partie de la direction de mon organisation qui pendant des années et des années a subi les pires colibés, s'est fait traiter de juif dans la rue, a eu son lot de martyrs dans les camps de concentration. Alors là, il a prononcé le mot camp de concentration. Alors de suite, regardez la réaction de Kuckerman. Concentration et qui doit ce soir être particulièrement intéressé. Il a un peu réfléchi, vous avez vu, et là, il a le réflexe de dire... Ne mesurons pas le nombre de juifs morts, hein, je crois que... Ne mesurons pas le nombre de juifs morts, voilà. Voilà, là tout le monde chiale, hein, lui il prie, voilà, c'est la messe, c'est la messe. Ne mesurons pas le nombre de juifs morts, hein, je crois que... Heureusement. Et là, Besançon, il a fait une erreur, là, il a dit heureusement. Juifs morts, hein, je crois que... Heureusement. Parce que là, il a dit ne mesurons pas le nombre de juifs morts. Lui, il a dit heureusement. Il voulait dire heureusement, oui, il ne faut pas mesurer le nombre de juifs morts, heureusement. Mais tellement que la dictature est puissante, et elle fait chialer tout le monde, hein, dans le public, ils chialent tous. Hein. Tellement que la dictature est puissante, il a eu peur que son heureusement soit mal interprété et que Kuckerman pense qu'il ait dit heureusement que 6 millions de juifs sont morts. Il a eu peur de ça. Et donc, juste après, il se corrige et il dit malheureusement. Juifs morts, hein, je crois que... Heureusement. Malheureusement. La dictature est tellement puissante qu'il a peur de tout ce qu'il dit. Et à la fin, il chiale, hein, il chiale. Ne le faisons surtout pas. Merci. Ne le faisons surtout pas. Il ajoute même ne le faisons surtout pas. Un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que ces gens-là, quand il y a eu Mohamed Merah qui a tué 3 enfants juifs, ils ont jubilé, ces gens-là. Ils ont jubilé. Ils se sont dit super, ça va nous permettre de pleurnicher 30 ans dessus. Ça, c'est le dernier dîner du CRIF là, de cette année, avec Richard Prasquier. N'oublions pas le triste palmarès que détient notre pays. Les 4 victimes de Copernic, octobre 1980. Il remonte carrément jusqu'à 1980. Donc voilà, dans 30 ans, ils parleront encore de Mohamed Merah. Hein. Les 3 enfants juifs, voilà, ils servent à ça pour eux. Parce que ces types-là, c'est pas des bénévoles. Hein. C'est pas des bénévoles. Ils font ça pour faire de la politique ou de l'argent. Hein. Pendant 30 ans, ces gens-là, ils vont se servir des photos de la petite fille morte pour faire leur politique. Il ne faut pas se rassurer au prétexte que les émules potentiels de Merah sont marginaux. Ils ne le sont pas. Alors là, il terrorise les juifs de France. Il dit que Mohamed Merah, il y en a plein d'autres, et que les juifs sont en danger. La Licra, elle fait pareil. Hein. Ils passent à la télé et ils disent les juifs ont peur, et après, les vrais juifs, ils ont peur. Hein. Et même des professeurs qui viennent dire, mais... Pas ça, c'est la Licra. Du tout. Enfin, est-ce que l'on se rend compte de la situation dans laquelle nous sommes? Nous sommes à une situation où les juifs de France se posent la question de savoir si c'est encore leur pays. Donc voilà, ce type, il réduit pas l'antisémitisme. Hein. Là, il fait peur à tous les juifs. Les juifs, ils vont être de plus en plus parano. Il empire tout, ce type. Hein. Les chiffres de l'antisémitisme en 2012 ont été récemment publiés. 614 actes antisémites, dont 96 violences contre des individus, 58% de plus que l'an précédent. Il renoue avec ceux des pires années précédentes, au début des années 2000. Alors là, comme il fait peur aux juifs, je vais rassurer les juifs. Les chiffres dont il parle, c'est ça. En 2012, il y a eu 614 actes antisémites. Mais ça peut être juste une insulte, hein, ou juste une inscription sur un mur. Une croix gammée, voilà, ça compte là. Une croix gammée sur un mur en France quelque part, ça compte. Inscription, il y en a eu 172 en 2012. Je vais comparer avec les non-juifs. Alors les juifs, ils ont reçu 219 menaces. Et voici pour toute la France, faits constatés de menaces ou chantage enregistrés par la police nationale. Ça compte pas ceux enregistrés par la gendarmerie, hein. Ils y sont pas tous. En 2012, 64 872 faits de menaces ou chantage. 65 000 comparé à 219. Bon alors les juifs, ils sont 1% en France. Donc on peut multiplier ça par 100, ça va faire 21 000. Donc 21 000 comparé à 65 000, c'est 3 fois moins. Donc voilà, alors les juifs, ne vous inquiétez pas, vous êtes 3 fois moins en danger que les autres Français. Les dégradations 71,
Et dans toute la France, en 2012, moins de 284 000 constatés par la police nationale. Et après, par la gendarmerie, en 2011, par exemple, il y en avait 47 000. Si on ajoute les deux, ça dépasse les 300 000. 300 000 comparé à 71. Alors le 71, on va le multiplier par 100, parce qu'il y a 100 fois plus de non-juifs. 7 000 comparé à 300 000. Donc voilà, les juifs, vous n'avez aucune crainte à avoir. Il vaut mieux être un juif en France. Hein. Et même pour Mohamed Merah, il a tué 3 juifs. Ça fait 3 juifs assassinés en 2012. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en 2012 assassinés. Mais s'il n'y en a que 3, je vais le comparer. En 2012, 430 homicides ont été enregistrés par la police nationale. Et ça ne compte pas ceux par la gendarmerie. Alors 3 juifs tués comparé à 430. Alors le 3, on le multiplie par 100 parce qu'il y a 100 fois moins de juifs. Ça fait 300 comparé à 430, c'est à peu près pareil. Donc les juifs ne sont pas plus en danger que les non-juifs. Donc quand tous ces gens-là, ils vous disent que les juifs sont en danger et tout ça, alors non, pas du tout. Il fait bon être un juif en France aujourd'hui. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, permettez-moi de m'émanciper du débat de fond technique largement développé ces dernières semaines pour m'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé hors de ces murs et qui n'en est pas moins instructif. Votre gouvernement a utilisé les méthodes les plus contestables, pour ne pas dire inquiétantes, pour minimiser et briser la vaste mobilisation populaire contre le mariage et l'adoption homosexuelle. Publication de chiffres falsifiés, propagande antifasciste, répression lors de manifestations et prisonniers politiques. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il y a encore quelques jours, 67 personnes, essentiellement des jeunes, ont été retenues 17 heures en garde à vue pour avoir manifesté silencieusement et pacifiquement sur la place du Palais Bourbon, quand des groupes de clandestins toutes les semaines manifestent régulièrement sans jamais être inquiétés, quand les fémènes ne souffrent que de simples contrôles d'identité, malgré l'agressivité verbale et visuelle dont elles font preuve, quand les casseurs syndicalistes de gauche se voient offrir l'amnistie. Je rapporte les multiples témoignages de manifestants avoir vu des policiers en civil ayant ordre de provoquer des bagarres au sein des rassemblements pour créer le dérapage. J'invente? Petit rappel, le 29 octobre 2010, vos amis de Mediapart écrivaient « L'infiltration de nombreux policiers dans les manifestations actuelles en civil et parfois déguisés en syndicalistes est un fait. Comme quoi les bonnes vieilles méthodes ont la vie dure au-delà des partis. Vous usez sciemment de la stratégie de la tension, le but étant que l'opinion publique se retourne contre les manifestants. Mais tout ce que vous allez réussir à provoquer avec vos barbouzes, c'est un désastre dont vous porterez seul la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, M. Valls, peut se prendre pour Jules Mock. S'il vous plaît, allez. Nous faire le remake des grèves insurrectionnelles de 47 dans sa cuisine, il n'en demeure pas moins que vous vous trompez de combat et d'époque. Pour décrédibiliser l'adversaire et briser la contestation, vous parlez de fascisme, d'extrême droite, de radicalisation, de violence, d'homophobie. Mais enfin, de quoi parle-t-on? De qui parlez-vous? De foules immenses, composées de familles qui chaque fois ont manifesté pacifiquement dans la rue, sans rien dégrader, de rassemblements spontanés où sont scandés des slogans « bon enfant », de camping, de pique-nique, d'affiches symboliquement collées sur les vitrines du local de l'inter-LGBT, interlocuteur privilégié du gouvernement dans le cadre de l'élaboration du projet de loi. Est-ce donc cela, les monstrueux actes homophobes dont vous parlez? Je ne rentrerai pas dans ce jeu et je ne me désolidariserai pas de ce mouvement, car je sais trop combien la vocation des bons sentiments, de l'émotion et de la lutte contre les extrêmes cache l'inquiétude des gouvernements et leur morne argument politique face aux revendications du peuple. Vous qui dénoncez sans cesse l'amalgame, vous vous y prêtez de façon grossière, en vous focalisant sur la participation épisodique de groupuscules dérisoires, ne représentant rien ni personne, et que tout le monde s'accorde à dénoncer. Vous sembliez plus condescendant à l'égard de la manifestation des syndicalistes et des salariés de Goodyear, pourtant la plus violente connue depuis plusieurs années selon les mots mêmes de la préfecture de police. En revanche, les ordres donnés aux forces de police ne sont pas des plus tendres, et les exemples de gazage, matraquage et autres réactions musclées se multiplient,
à l'égard d'une foule essentiellement pacifique. Votre paranoïa atteint des sommets. Et quand bien même certains feraient bêtement, je dois l'admettre, de l'esbrouf verbal, je ne crois ni au sang, ni à la guerre civile, pour la bonne raison que ces collectifs sont composés du peuple de France, de celui qui se lève tôt, qui travaille, qui paye ses impôts et qui respecte la loi, de cette jeunesse dont parlait Monsieur Le Fur, qui laisse sa place aux personnes âgées dans le métro, et dans laquelle je me reconnais. Celui et ce peuple que vous ne manquez pas d'oppresser sans cesse par toujours plus d'impôts, de mépris et d'insécurité. Ils ne disposent pas de la complaisance dont vous faites preuve à l'égard de l'indélinquance des racailles, plus ou moins explicitement considérée comme une nouvelle forme de résistance sociale. Eux, les victimes post-coloniales, eux, la nouvelle classe prolétaire. C'est donc vous qu'il faut appeler à la raison et au calme. C'est vous qui bafouez la République dans ses fondements, pour reprendre les mots de Madame Joanneau à l'égard des manifestants. Mais voilà, Monsieur Pierre Berger, Monsieur Jean-Jacques Augier ou tant d'autres militants pro-mariage gay ont les moyens de convaincre, des moyens financiers, des moyens amicaux, proches du président de la République et des éminences du PS, et des moyens médiatiques conséquents, comme le journal Le Monde, par exemple. C'est peut-être pour cela qu'on lui pardonne un certain tweet dans lequel il disait que ce n'est pas lui qui pleurait si une bombe était placée au sein de la manif pour tous. Mais cela, évidemment, ça ne vous a pas choqué. À une crise morale, économique, politique, vous ajoutez une crise majeure de la démocratie, en refusant de laisser le dernier mot au peuple par référendum, en méprisant les opposants pourtant majoritaires à l'adoption, en ignorant la grogne des Français. François Hollande se rend indigne une fois de plus de sa fonction et participe à la création d'une contestation massive, durable, sans visage, contre laquelle il ne pourra pas lutter quand bien même il l'annoncerait dans ses discours. Vos erreurs sont notre avenir. Et quel avenir que celui où les repères biologiques, familiaux, seront sapés, où bientôt la PMA et la GPA réifieront définitivement l'homme pour n'en faire qu'une simple marchandise, soumis à la libre circulation et à la concurrence pour optimiser les prix. Vous l'avez déjà fait pour les travailleurs. Vous irez jusqu'à la chair des hommes. Je n'en doute pas une seconde quand je vois le peu de considération que certains dans vos rangs ont de la femme et de sa maternité. Une fois de plus, vous faites de la politique à grands coups de slogans, nous assommant d'arguments insensés, le sens de l'histoire, comme si l'histoire avait un sens. L'égalité à tout prix, même au prix de l'absurde. Allez, s'il vous plaît. Allez. Une direction, si vous préférez. Ou le principe de réalité. Vous nous avez donné une fois de plus un exemple flagranc, Madame Taubira, avec votre circulaire, parce que quelques centaines de couples ont sciemment violé la loi française en louant des utérus aux États-Unis. Il faut faire plier la loi générale et impersonnelle pour octroyer la nationalité française aux enfants issus de ces PMA. Il est dangereux, de la part des hommes politiques, de légiférer sur l'émotion, les cas particuliers ou personnels. Vous poussez le vice jusqu'à bafouer la loi de la République et la souveraineté nationale qui s'y attache, en prévoyant la rétroactivité de la loi pour les mariages illégalement célébrés par d'indignes élus de la République. Et comme si cela relevait du jeu électoral, je regrette que le parti qui vous serve d'opposition se rende complice de ce bouleversement, en permettant son adoption au Sénat par l'abstention et le vote complice de plusieurs sénateurs UMP. Après vous être précipité en tête de cortège, après des discours enflammés à la tribune, une obstruction législative historique. Je regrette que le président de l'UMP, M. Copé, se soit bien gardé de demander un vote par scrutin électronique. Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Un vote par scrutin électronique, comme je suis bien l'importance du texte. Collègues. Si véritablement ce combat ne relève pas d'un simple positionnement politique, messieurs et mesdames, s'il ne servait pas seulement à raviver un clivage UMP-PS dépassé, si la défense de la famille est sincèrement fondatrice aux yeux de l'UMP, alors ces sénateurs devraient au minimum se voir retirer le soutien de leur parti aux prochaines élections, par souci de cohérence et d'éthique. En définitive, je sais que la majorité aura au bout de son entêtement pour satisfaire la minorité d'une minorité. Vous entendez marquer le quinquennat avec ce que vous pensez être une conquête sociale.
Je reconnais en cela que vous restez fidèle au projet inscrit par M. Mitterrand dans le programme commun de la gauche il y a 40 ans. Prendre le pouvoir, mais aussi, et surtout, rendre l'expérience socialiste irréversible. Les taux de TVA peuvent se changer au gré des lois de finances, pas les révolutions sociétales. Je salue en cela l'engagement de Marine Le Pen d'abroger cette loi une fois au pouvoir. Oh, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Je retiendrai donc autre chose de ce débat. Le fait d'avoir vu se mobiliser le peuple de France, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas des associatifs professionnels de l'agitation, pas des militants d'extrême gauche habitués aux coups de poing ou au chantage catégoriel, mais des citoyens qui ont repris goût au combat politique. Cette France-là s'est réveillée, elle a pris conscience qu'elle peut aussi se mobiliser, se faire entendre, et surtout que la majorité qui en a assez d'être silencieuse, c'est elle. Les liens et les réseaux qui se sont formés, les perspectives qui se sont ouvertes, il ne faut pas les refermer et laisser à certains le monopole de la revendication politique. Je vous remercie. C'est vous qui, par vos abus, permettez cet espoir. Merci d'avoir réveillé la conscience des Français et celle de ma génération. J'appelle donc cette France qui se lève à poursuivre le combat sur des sujets aussi lourds que la dette et la folie des dépenses publiques, sur la morale publique et la corruption, sur la perte de notre souveraineté au profit de l'Europe de Bruxelles, sur le contrôle par le peuple et le référendum des grands choix de la nation, sur les politiques d'immigration, sur la fiscalité et sur toutes les autres grandes questions. C'est un mouvement de fond que celui que la majorité qui se lève, elle qui perdra peut-être une bataille mardi prochain, mais qui gagnera demain la victoire de la démocratie.